Bienvenue à l'SADSE, on est en présence de Aurélien Catin. On va avoir 1 heure et demie de discussion, questions-réponses autour de la métamilitance, donc tout ce qui se passe autour, à côté et au sein du travail militant. On va prendre 3 axes qui seront définir, faire la balance et naviguer. Donc Aurélien Catin, tu as une triple, voire une quadruple casquette, pardon. Tu es militant à la Buse, au STA et à Réseau Salariat, mais tu es aussi auteur, notamment de Notre Condition, ouvrage majeur pour les artistes auteuristes, qui a été publié à Riot Éditions, dont Anaïs, qui est aussi graphiste chez Solidaire, nous fera l'honneur d'expliquer le processus de création dans la première partie de cette discussion. On va commencer par définir, faire une première présentation rapide. Est-ce que, avec tes mots, Aurélien, tu pourrais nous raconter rapidement ton parcours jusqu'ici? Tu dis que tu as eu un apprentissage sur le tas. Est-ce que tu peux un peu en parler? On peut en parler. Oui, c'est principalement c'est un engagement relativement tardif dans des orgas en tout cas, à partir de 30 ans. Donc ma première organisation militante, c'était Réseau Salariat. J'ai 38 ans maintenant. Voilà, ça fait moins de 10 ans. Donc ça part de la loi travail, hein. Pour ma génération, ça a été un moment militant assez fort. J'étais à Paris à ce moment-là, donc l'émergence du cortège de tête dans les manifestations. Donc là, c'était encore un mouvement, disons, autonome. C'était encore un peu le truc dominant. Il y avait beaucoup la présence du comité invisible comme référence et comme moto était très présent dans les manifs. Et donc j'étais complètement inséré dans ce mouvement. Mais c'est aussi le moment où je me suis dit que, disons, être dans une espèce de contestation quelque part un peu romantique et désespérée ne pouvait pas être une solution, ne pouvait pas être un projet politique en quelque sorte, et qu'il fallait que je m'insère dans une organisation parce qu'on a besoin d'organisation et d'une forme de continuité. Sinon, on fait que des espèces d'éruptions de contestation ou de destitution, destituante. Et entre les moments, les éruptions destituantes, on est désœuvré et déprimé, ce qui ne me paraît pas très bon pour la continuité, non pas du revenu, mais de l'action militante et de la construction surtout. Premier engagement, Réseau Salariat. C'est aussi parce que c'est une association d'éducation populaire, donc c'est ni un parti ni un syndicat, et comme j'étais dans cette ambiance un peu autonome, j'avais une grande défiance pour les partis et les syndicats. C'est toujours le cas pour les partis me concernant. Par contre, le syndicat est aujourd'hui un outil populaire qui me paraît assez incontournable pour la transformation sociale et pour la pérennité de l'organisation militante. Oui, justement, sur la pérennité, ça a été une des raisons de pourquoi est-ce que le Massico a été créé notamment. Il y a un terme que tu utilises souvent qui est militant semi-professionnel. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu ce que ça signifie? C'est la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui de façon complètement empirique. À l'origine, je n'avais pas pour ambition d'être militant semi-rémunéré. C'est ça que ça veut dire, un militant semi-professionnel, clairement. Je ne me posais pas vraiment la question. Mais il se trouve que les événements ont fait que je me suis retrouvé à me professionnaliser comme auteur en écrivant sur mon engagement politique. Ça a été notamment l'histoire de Notre Condition, le fameux bouquin que Maël a évoqué en introduction. Et que comme depuis 4 ans, le bouquin a pas mal marché, en tout cas dans nos cercles artistiques de la création. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me professionnaliser comme auteur. J'écrivais déjà avant plutôt de la littérature, plutôt des choses de fiction, des nouvelles, de la poésie en prose, de la chronique. Ça me rapportait quelques centaines d'euros tous les 2 ans, on va dire. C'était la plupart du temps pas déclaré, il n'y avait pas de contrat d'édition. Et puis je ne me posais pas la question parce que par ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais je n'ai pas commencé ma vie active comme auteur, je l'ai commencé comme archiviste. Et j'étais donc employé, j'étais salarié par ailleurs, donc je ne me posais pas du tout la question de ce que c'est que cette condition d'artiste, est-ce qu'il y a un statut, c'est quoi le régime des artistes-auteurs, ce n'était pas du tout mon propos. Et c'est par Notre Condition, finalement, que j'ai accédé à un statut à peu près professionnel d'auteur.
Ça aussi, on va voir dans les détails que ça marche pas très bien, mais en tout cas, aux yeux de l'administration, je déclare des revenus d'auteur. Et comme l'objet de mon écriture et ce que je fais en tant que militant, je suis devenu de façon indirecte un militant semi-rémunéré via mon écriture. Et ce qui me permettait, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, en bricolant avec l'ASS, qui est un minimum social géré par Pôle emploi, et qui est cumulable dans la limite d'un plafond avec les revenus d'auteur. C'est ce qui m'a permis pendant 4 ans de me consacrer à ça. Aujourd'hui, à 38 ans, je suis fatigué de devoir me situer systématiquement en dessous du SMIC tout le temps. Je commence à me dire que je ne vais pas faire ça pendant encore 10 ans, donc j'aimerais changer de modèle, mais jusque-là, c'est comme ça que ça a tourné. On détaillera peut-être ça par la suite. Merci. Est-ce qu'avant de se lancer un peu plus profondément dans la discussion, tu pourrais donner quelques ressources marquantes qui ont structuré ta construction politique? Je vois que tu as ramené des livres. Peut-être ça peut être une piste. N'hésitez pas à prendre des notes. Non, mais après, on peut remonter très très loin. Le premier choc, il y aura beaucoup de mecs au début. Hein. Le premier choc politique, ça vient de la littérature. C'était la lecture de L'Enfant de Jules Vallès, qui a été, entre autres, qui n'a pas été qu'écrivain, qui a été aussi engagé dans la Commune de Paris, qui a été exilé longtemps. Donc et puis ensuite qui a fait une trilogie, donc L'Enfant, le Bachelier et l'Insurgé, qui part de son enfance on va dire, de fils d'un instit raté, enfin de quelqu'un qui n'arrive pas à être instit à l'époque, qui n'arrive pas à devenir notable, et d'une paysanne, et qui a honte de sa condition de paysanne. Enfin bref, ça a été quelque chose d'assez fort à 12 ou 13 ans de lire ce truc. Et après, il y a eu Bourdieu, en terminale, qui a été quand même un deuxième choc aussi, en termes méta, encore une fois, de réussir à faire un pas de côté et de regarder un peu ce qu'on est, dans quoi on est inséré, et de se dire ah oui d'accord, en fait, mais c'est pas juste moi, c'est aussi il y a aussi des effets à l'époque, je disais pas des effets de structure à 16 ans, mais enfin bon, il y a des trucs de cet ordre-là. Et après, bien plus tard, évidemment, la grosse référence à tout le travail qui va venir derrière, et notamment notre condition, c'est Friot, c'est Bernard Friot, qui est économiste et sociologue, et qui est connu pour avoir on va dire, élaborer quelque chose qu'on a appelé pendant longtemps de façon un peu marketing à réseau salarial le salaire à vie, mais qui se limite évidemment pas à une espèce de rémunération inconditionnelle. Ça s'est bien emboîté avec ce que je vivais comme employé, c'est-à-dire que l'emploi, le monde du travail tel qu'il est organisé aujourd'hui, bon, je l'ai vécu pendant 6-7 ans comme ça, comme jeune salarié, et je me disais qu'il y avait un truc assez central de la lutte globale. Un des pôles allait se jouer au niveau du travail. Je le sentais confusément, même si j'étais pas super calé on va dire, sur le marxisme. Et Friot a été quelqu'un qui, pour ma génération en tout cas, nous a permis d'exploiter, de rentrer dans cette bataille-là avec un nouvel angle. Voilà, donc c'est évidemment la référence centrale. Oui, donc j'ai pris un bouquin de... Alors c'est pas un livre de Bernard Friot, c'est un livre d'entretien de Lordon et Friot, qui sont interrogés par une prof d'économie qui s'appelle Amélie Jamet, et qui les oriente assez bien, je trouve. Et puis après, de façon plus resserrée, le travail qui est fait sur la condition des artistes auteuristes a beaucoup été inspiré par Mathieu Grégoire, qui est un sociologue du travail, qui a bossé, donc qui est spécialiste de l'assurance chômage, et qui est prof à Nanterre, et qui a notamment fait sa thèse sur le régime de l'intermittence. Et donc à un moment donné, on essayait, Anaïs faisait aussi partie un peu de ce mouvement d'appliquer on va dire ce qu'on faisait à Réseau Salariat à la situation des artistes de la création, des artistes auteuristes. Et on ne savait pas trop par quoi on pouvait commencer. Et enfin, personnellement, la lecture des intermittents du spectacle de Mathieu Grégoire a été on a ouvert la porte, quoi. Et ça a ouvert la porte, c'est-à-dire que les questions qu'on se posait comme artistes auteuristes en 2018, les artistes du spectacle, visiblement, se les sont posées en 1918. Et derrière, il n'y avait qu'à dérouler un peu tout le processus, voir quelles étapes on pouvait sauter, quelles choses avaient déjà été faites et sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour commencer à tisser autour de ce noyau. Et ça a été une grosse ref. Pour parler aussi du travail artistique, puisque le titre du bouquin de Notre Condition, c'est notre condition. Et le sous-titre, c'est Essai sur le salaire au travail artistique. Et ça, pour le coup,
c'est pas des mecs, ça vient des mouvements féministes, et principalement du féminisme marxiste, de Silvia Federici notamment, qui est la figure centrale des années 70 sur ces questions. Et là, c'est la dénaturalisation de la catégorie de travail qui, historiquement, que ce soit à droite ou à gauche, y compris dans le mouvement ouvrier, le travail, c'est un truc fait par un mec à l'usine, sous contrat de travail salarié. Voilà. Et les féministes marxistes, entre autres, ont été parmi les premières à dénaturaliser cette figure du travailleur et à se dire on va voir tout ce qui potentiellement est du travail invisible, caché, non salarié, etc. Il se peut que certaines choses qu'on appelle l'amour recèlent du travail invisible et de l'exploitation aussi. Et peut-être que quand on aura fait ce boulot, on redécouvrira ce qu'est l'amour, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Et ça a été quelque chose de très très fort aussi. Et je voudrais remercier quelqu'un qui n'est pas là, mais Maud Simonet, une collègue de Mathieu, qui a fait un travail de vulgarisation et de recherche assez remarquable sur ces mouvements féministes des années 70. Merci pour toutes ces ressources, c'est hyper précieux. Justement, en parlant de ressources, on va pouvoir commencer à parler de notre condition. Donc en février 2020, vous imprimez avec Riot Éditions à Saint-Denis le premier tirage de notre condition. On a la chance d'avoir Anaïs avec nous, qui t'avait fait la proposition du livre et avec qui vous avez co-construit l'ouvrage. Anaïs, est-ce que tu peux, avant de se lancer sur l'ouvrage, nous raconter la création de la maison d'édition et ses principes fondateurs, notamment la possibilité d'avoir des outils à domicile ou même l'édition gratuite? On a créé du coup la maison d'édition Riot Éditions avec Xavier Vrona qui est là. En fait, Xavier avait un projet de journal qui s'appelle Après la Révolution. Et au début, ça devait se faire avec un autre éditeur. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Et on s'est dit, bon, on va l'éditer nous-mêmes. Donc, on a créé la maison d'édition avec l'idée aussi de fabriquer nous-mêmes. Du coup, on a découvert la Riso. On avait un tout petit peu de sous de côté. On a pu acheter une machine pour commencer. Et donc, on avait de quoi imprimer. Et du coup, à un moment, moi, j'étais à Réseau Salariat. Et du coup, je me suis dit, ah, mais trop bien, on va pouvoir faire des livres aussi, quoi. Ouais, donc la maison d'édition, elle s'est créée plus par nécessité au début. L'idée, c'était de publier des choses pour changer le monde, quoi. Non, et plutôt marxiste, communiste, c'est des grands mots, mais en tout cas des textes politiques. Et moi, je sais que ce que j'avais envie d'éditer, ce serait des textes qu'on ressort changés, quoi. C'était assez fort, ça. Quel est votre fonctionnement, par exemple, notamment économique? Comment est-ce que vous avez mis en place la première impression de notre condition? Donc c'était vraiment une toute petite échelle. Au début, le premier tirage, c'était 225 exemplaires qu'on a donc imprimés à la maison sur la Riso, qu'on a cousu à une dizaine pendant un gros week-end et quelques jours en plus. On était accompagné par quelqu'un qui sait faire ça, quoi, relier des livres à la main. Donc il nous a montré, on a cousu les cahiers, collé ensuite. Massicoté sur les massicots de Sud PTT à l'époque. Voilà, et l'idée, c'était chaque tirage permet de financer la suite des projets suivants, quoi. Du coup, là, il y a un nouveau tirage de notre condition qui vient de sortir. Est-ce que vous pouvez faire un focus sur la jeunesse de l'ouvrage, la réception qu'il a eue, et donc maintenant sa réimpression? Non, mais en gros, le premier tirage est parti assez vite, en fait. Et dès le début, on s'était donné comme idée qu'il soit accessible gratuitement aussi. Ensuite, on a refait un tirage. Il est sorti en février. On a refait un petit tirage en août. De, je sais plus, peut-être 200 ou 400 en plus. Il y a eu 3-4 autres petits tirages comme ça. Après, c'est quand même beaucoup de. Le premier tirage a été très collectif, mais la suite, c'était beaucoup juste moi, à très peu, quoi. Et du coup, à un moment, c'était un peu trop chronophage. Mais
Donc là, on est passé à un imprimeur professionnel. Mais c'est en attendant d'avoir des machines de meilleures, qui demandent moins de travail gratuit humain, quoi. Donc voilà, on aimerait des machines plus importantes pour repasser à la production maison, quoi. Non, mais on espérait bien que ça intéresserait des gens, mais c'est vrai que ça c'est allé au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Je pense que le fait qu'il soit accessible en PDF sur le site de la maison d'édition a beaucoup joué la première année. Donc c'était en 2020. On a lancé le livre à Paris au lieu-dit le 18 février 2020. Et donc 3 semaines après, on a eu le confinement. Voilà, donc il y a eu quelques, je sais pas, peut-être 100 exemplaires vendus avant le confinement. Et on a discuté, on a décidé de suspendre les commandes pendant le confinement. Donc le papier n'était plus disponible. Et ça a duré 2-3 mois, un truc comme ça. Mais il y avait le PDF. Et c'était pas fait exprès, c'était prévu dès le début. Et le PDF a tout de suite beaucoup tourné. Il a beaucoup circulé. Je pense quand même que ce livre, alors il faut quand même le dire, ce livre est à la fois issu d'un mouvement qui était montant, puisqu'il y avait Art en grève juste avant. Donc moi j'ai fini de l'écrire, on était en train de faire Art en grève à Paris, donc on s'est des AG, après on relisait le livre avec Anaïs, on faisait les relectures et tout, donc vraiment j'ai même fini de l'écrire et on l'a fini et on l'a imprimé pendant Art en grève, donc, et Art en grève qui était déjà le symptôme d'un truc qui montait depuis 2, 3 ans, 4 ans, voilà, sur les conditions de travail dans le milieu de l'art, donc il y avait quand même des gens qui attendaient des propositions en tout cas, ou que quelqu'un ou qu'un groupe de personnes, ça a été le cas aussi de la Buse, formalise des propositions, ou en tout cas propose des choses, lance des idées et disent on pourrait partir là-dessus, ça pourrait être une base de mobilisation et tout. Et donc le livre a tout de suite bénéficié en fait de cet élan. Voilà, il y avait une dynamique politique et collective. Et donc le PDF, ça a été encore mieux parce que je pense qu'un des... Tu me corriges si ça te paraît pas juste, mais je pense qu'un des grands segments de ce public, de ce lectorat, c'est les étudiants, étudiantes. Et alors les imprimantes dans les écoles d'art ont bien marché, je crois, après le confinement. Et pendant le confinement, beaucoup de gens l'ont lu sur écran. Et finalement, ça a été un exemple d'ouverture du contenu qui a aussi bénéficié, je pense, aux ventes papier, parce que du coup, ça a fait parler, et des gens en ont entendu parler parce que quelqu'un leur avait envoyé le PDF et se sont dit, bon, bah, je vais quand même acheter le papier parce que je préfère lire sur papier, enfin bref, ce genre de choses. Il y a plutôt eu une synergie intéressante entre l'accès au contenu et la vente, sachant que pour nous, le plus important, c'est l'accès au contenu. En tant qu'auteur, en tout cas, l'enjeu pour Riot, je pense, c'était de pouvoir financer la production suivante, mais moi en tant qu'auteur, je ne compte pas me faire une situation grâce à notre condition. Donc l'enjeu, c'était pas de vendre un maximum de papier ou de contrôler la... Mais pour nous, enfin pour la maison d'édition aussi. Et non, un truc aussi que je voulais dire, c'est que je pense que c'était important que ça émane pas de réseau salariat, en fait, ce livre, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça aurait été moins audible, en fait. Enfin, si c'était genre une brochure... de gauchiste, enfin je sais pas, enfin là ça sortait du cadre aussi, et le champ de l'art était en mesure d'entendre. Oui, en effet, il y a eu une diffusion qui a été assez forte. On voyait souvent en école de création des impressions sauvages passer un peu partout. D'ailleurs, n'hésitez pas à organiser des arpentages de notre condition collectivement, parce que c'est vraiment un outil qui est hyper précieux et qui pose vraiment des bases hyper importantes pour penser nos statuts et la suite. Merci Anaïs pour ce temps de présentation. On va passer sur du coup une nouvelle partie qui est donc faire la balance. On va partir vraiment sur du rationnel travail militant en parlant de méthodologie notamment. Donc on pourrait croire que le travail militant, qui ferait écho à une perception du travail artistique infusé du mythe de l'artiste, est spontané et désorganisé. Pourtant, une lutte, il faut la construire, et lorsque l'on se retrouve avec autant de casquettes, il faut développer une méthodologie de travail qui permette de tenir le rythme. Est-ce que tu peux nous parler le plus rationnellement possible de ta méthodologie de travail militant ? J'avais les questions à l'avance, mais je ne crois pas pouvoir en parler très très bien. Ça dépend des phases, en fait. Comme tu l'as dit dans le fil de ton introduction, je suis à cheval sur plusieurs organisations, donc plusieurs types de militance.
Donc il y a Réseau Salariat, qui est plutôt une association d'éducation populaire. Donc là, l'enjeu, c'est de populariser et de diffuser des grilles de lecture et des outils, disons, intellectuels, le plus largement possible dans le mouvement social, mais si possible même, enfin dans le mouvement social, syndical, dans le mouvement politique et si possible même au-delà, même si c'est toujours en partie illusoire. En fait, les organisations militantes s'adressent à 90% ou 95% à des militants, à notre grand désarroi, mais pour l'instant, on n'a pas forcément la formule pour faire mieux. Ou en tout cas à des publics qui gravitent autour des organisations déjà militantes. Donc ça, c'est la première, c'est le premier, la première asso, enfin la première orga, qui est une orga très exigeante sur le plan de l'implication. Alors il y a des gens qui sont simplement cotisants à Réseau Salariat et qui ne participent pas vraiment, mais à partir du moment où on s'implique, comme c'est une asso qui a fait un peu la révolution dans ses statuts en 2018, en 2017, en disant on ne peut pas continuer de proposer une organisation communiste de la société et avoir des statuts de club de pêche. C'est pas possible, donc il faut trouver autre chose que président, trésorière, et je dis trésorière à dessein, vice-président, machin, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc en fait, il n'y a plus d'exécutif permanent à Réseau Salariat. Ce sont des représentants des groupes locaux qui se réunissent ponctuellement tous les 3 mois pour prendre les décisions, puis ensuite qui retournent dans leur groupe, et puis ça tourne. Enfin bref, c'est un truc où et du coup ça demande beaucoup d'énergie militante, au pluriel. Et à partir du moment où on s'implique dans Réseau Salariat, très vite, on est amené à co-décider, à voter, à aller représenter Réseau Salariat, à organiser aussi les événements nationaux ponctuels, parce que ça tourne sur les groupes locaux. Enfin bref, quelque part, c'est vachement bien, et en même temps, c'est l'enfer. Ça demande énormément d'énergie. Donc soit on y est, et c'est très prenant, soit on n'y est pas. Donc moi en ce moment par exemple, j'y étais beaucoup entre 2017 et puis le confinement on va dire. Après j'ai essayé de faire mi-figue mi-raisin, mais c'est pas bon. Donc là pour cette année par exemple, j'ai décidé de me mettre en retraite Réseau Salariat parce que c'est trop prenant à partir du moment où on est dedans. Ensuite j'ai la Buse comme collectif. Donc la Buse, ça c'est plus un groupe affinitaire. Donc, ça c'est un collectif de travailleuses de l'art qui est plus niche en quelque sorte, donc qui part plutôt de l'art contemporain avec des plasticiennes, avec des commissaires d'expo, avec des chercheuses, et qui est bien implanté dans les arts visuels, donc dans les réseaux d'art visuel, que ce soit les réseaux régionaux, les écoles évidemment, ou dans les lieux de création et de diffusion partagés. Donc on a un tout petit groupe, on est une douzaine, et là c'est de l'affinitaire pour le coup. Donc c'est pas une organisation ouverte. Pendant longtemps, ça a été une espèce de groupe de réflexion très ouvert qui tenait des réunions publiques. Et depuis le confinement, on s'est réorganisé. Alors je ne sais pas si le mot est bien choisi et heureux, mais un peu comme un commando très soudé, très efficace. On est assez, ça n'empêche pas de s'engueuler de temps en temps, mais en tout cas, on est assez carré sur nos lignes politiques et ça marche. Et donc on est en contact permanent via un Discord ou parce qu'on se connaît tout simplement. Et donc on agit localement aussi, parce que pendant longtemps ça a été très centré sur l'Île-de-France, mais maintenant il y a beaucoup de gens de la Buse qui sont à Marseille et Nîmes, donc il y a un gros pôle sudiste. Et puis on a aussi une camarade à Genève, une à Rennes, et voilà, donc et on a une espèce de groupe maintenant de... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. À la fois, on essaye de faire du community organizing. On reprend ce mot parce que je sais pas, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. C'est-à-dire que comme on n'est ni un parti ni un syndicat, on peut s'adresser à plein de partis et syndicats et on peut juste faire des liens et ponctuellement, de temps en temps, faire la plaque tournante pour dire bah tiens, on peut être le liant pour telle initiative. Et donc on essaye de faire ça. En plus, on reçoit beaucoup de demandes individuelles. Où est-ce que je peux m'engager? Comment ça peut marcher? J'ai tel problème, comment ça marche? Donc on redirige énormément. Et puis on essaye, quand on a le temps, d'élaborer aussi, de continuer à proposer des grilles de lecture, à amener des références ou des trucs comme ça. On n'est pas les seuls à le faire, bien sûr, mais on essaye quand même de tenir ce truc. C'est un truc assez fort dans la Buse. Et puis enfin, la troisième organisation, je parle de mes orgas parce que ça prend énormément de temps, c'est un syndicat, le syndicat des travailleuses artistes-auteuristes, qui est dans une petite conf qui s'appelle la CNT Solidarité Ouvrière. C'est le STA, le syndicat des travailleuses artistes-auteuristes.
ST2A. J'essaye de jongler avec ces trucs, de gérer les différents temps. Et à côté de ça, il y a cette activité, je finis là-dessus, cette activité individuelle, enfin pas individuelle, mais en tout cas plus personnelle d'auteur, qui parle de ce qu'il fait comme militant. Et donc, il faut arriver à gérer les temps. Et souvent, je me perds, en fait. Et là, j'arrive au bout de ce modèle. J'en ai ma claque, personnellement. Je trouve que ça fait une vie qui a été marrante à un moment, mais qui me fait plus rire du tout. Et qui, surtout, n'est plus efficace. Voilà, là, je suis trop dispersé. Et du coup, on est fatigué. Et on est bon nulle part. Enfin, voilà, c'est pas terrible. Justement, c'était la question qui venait juste après, qui était est-ce que tu arrives ou quelles seraient tes pistes afin de faire la balance entre le privé, le professionnel, le militant, la vie dite active et non active. Donc en effet, c'est un gros machin et qui est hyper compliqué, sur lequel on a du mal aussi à réfléchir collectivement et à se donner des outils. Est-ce qu'il y aurait cependant quelques stratégies que tu aurais pu mettre en place pendant cette période entre les différentes orgas? Ben non. Ça n'a pas très bien marché. Enfin, si, je veux dire, ça a eu une vraie efficacité pendant 2-3 ans. Je ne saurais pas à quoi l'attribuer. En tout cas, cette entière disponibilité que m'offrait le fait d'avoir trouvé un modèle économique un peu pourri, mais en tout cas qui me permettait de rester à flot, tout en étant impliqué, disons, 7 jours sur 7 là-dedans, puisque disons que tout se mêlait. La vie privée, le militantisme, l'écriture, tout ça se mêlait et formait un seul ensemble qui me permettait à peu près de rester à flot en termes matériels. Mais ça reste, c'était un peu comme voilà, quelqu'un qui s'est lancé en vélo, qui ne sait pas en faire. Et sur quelques centaines de mètres, ça tient. On fait, peut-être je sais faire. Et puis, en fait, non, on finit par tomber. Parce que tout ça est très très précaire. Et donc aujourd'hui, justement, je me pose cette question, c'est comment faire pour, alors peut-être me mettre un tout petit peu en, je vous donne ma piste actuelle, hein, c'est de cadrer, d'arrêter d'être auteur. Voilà, en tout cas pour ce qui est du militantisme. C'est-à-dire écrire m'intéresse toujours, mais justement je peux plus écrire de la littérature. J'ai pas des grandes ambitions de ce côté-là, mais en tout cas j'aime ça. Donc j'aimerais bien ne plus consacrer 95% de mon temps, disons, de création entre guillemets aux écrits politiques. Donc pour moi, la piste que j'essaye de suivre là, que je vais suivre dans les mois qui viennent, c'est de cadrer cette activité, on va dire, de construire du propos, de construire de la référence sur ce militantisme du côté de la recherche, en allant chercher un financement de thèse, et justement en l'enfermant dans un truc plus professionnel avec un cadre, avec des règles, avec des collègues. Et comme ça, c'est là. Voilà. Ça n'empêche pas aussi de faire du militantisme à proprement parler à côté, hein, que ce soit de l'organisation dans les orgas ou d'action. Mais voilà, de cadrer ça, pour le coup, de dire, bon, je suis déjà à 70% chercheur dans ce que je fais, donc autant le faire complètement avec le statut qui va avec et avec le salaire. Et je me demande à quel point ça changerait quelque chose aussi dans ma vie, parce qu'un des motifs d'épuisement, c'est aussi, je pense, de sentir qu'on est dans plein de trucs, c'est hyper intéressant, on fait plein de choses, je vais à droite, à gauche, on me tape sur l'épaule, c'est super, merci pour ce que tu as fait. Et puis à la fin du mois, en fait, c'est l'angoisse, quoi. Donc, je ne sais pas à quel point je suis trop éclaté et trop éparpillé, et quelles que soient mes conditions matérielles, ce serait un peu difficile psychologiquement, ou à quel point le fait d'être dans cette pauvreté permanente est un facteur majeur de ras-le-bol. Donc je vais le découvrir bientôt. Tu as commencé un peu à parler, à aborder la question de l'enjeu de tenir sur la longueur. On trouve beaucoup de parcours militants express avec des personnes très actives pendant plus ou moins 2 ans, mais qui, pour des raisons différentes, prennent leur retraite ensuite. Je sais qu'au Massico, on a tendance à essayer de prendre charge à ça dans le travail. En fait, maintenant, les moments en réel qu'on va avoir, ou même sur la longueur, on va beaucoup considérer du temps prendre du temps sur l'énergie des personnes, la fatigue, faire des temps aussi sur des discussions sur la profondeur et sur comment on se positionne dans le groupe, comment est-ce qu'on arrive à évoluer dedans et à tenir les enjeux qu'on s'est donnés en construisant le syndicat. Est-ce que sur la question, justement, de tenir sur la longueur, quelles seraient les raisons et les résolutions potentielles que tu pourrais avoir ou auxquelles on pourrait réfléchir? Ça, c'est une réflexion qui me préoccupe beaucoup depuis, disons, 1 an et demi. Parce qu'effectivement, le modèle classique du militantisme, c'est
c'est une activité sacrificielle. Voilà, on le fait à perte de tout, d'argent, d'énergie, d'affect. Voilà, on balance tout, on brûle tout pendant 2, 3, 4 ans, et après on est rincé et on ne veut plus en entendre parler, ou alors pour celles et ceux qui ont, je dirais, la chance d'avoir un petit pécule personnel ou familial, on s'achète un truc à la campagne, et puis voilà, on milite en faisant de la permaculture, en reprenant l'épicerie du village. On connaît le modèle par cœur. Moi, j'ai pas envie de reprendre l'épicerie du village, ça m'intéresse pas. La permaculture, pourquoi pas, mais bon, on verra plus tard. J'ai envie de continuer à contribuer à une action transformatrice d'ampleur, vraiment d'ampleur, parce que je pense que c'est urgent. En face, ils font pas du jardinage. En face, ils ont des grosses orgas. En face, ils ont des moyens. En face, ils ont des énormes médias. Et ils nous écrasent. Et ça s'améliore pas. Donc, il y a un truc à penser dans la soutenabilité, dans la durabilité. C'est le militantisme durable. Là, il ne s'agit pas d'environnement, il s'agit de capacité humaine à endurer ce genre de choses. Donc il y a à la fois, bien sûr, la question de l'organisation, la question des conditions matérielles de celles qui militent ou qui s'engagent, mais il y a aussi la culture militante, je pense. La culture militante, depuis très longtemps, c'est celle du combat. On dit militant. Voilà, c'est la même racine, j'imagine, que militaire. C'est une culture de combat, c'est une culture de la lutte, c'est une culture de la résistance, toutes sortes de choses qu'on ne peut faire que sur une durée limitée. Parce que ça, ne serait-ce que physiquement, ça mobilise d'une certaine façon, qui est une façon on va dire, une forme de mobilisation, de défense à la vie, à la mort, quoi. Donc ça, on peut le faire 2-3 ans, mais on peut pas faire, en général, on ne peut pas le faire pendant 30 ans. Or, il va falloir qu'on le fasse pendant des décennies. Voilà, donc il y a quelque chose à penser de ce côté-là, dans la manière d'envisager ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est la résistance? Ou est-ce que c'est de la construction? Moi, je pense qu'il faut quand même plutôt regarder du côté de la construction collective, qui est quelque chose qui peut fatiguer, qui demande aussi de l'organisation, mais qu'on peut faire pendant longtemps. À mon avis, on peut construire des choses pendant longtemps, et on ne peut pas résister comme un animal traqué pendant longtemps. Carrément. On va continuer un peu sur les questions un peu deep et désagréables, mais qui sont importantes à traiter. Il y a autre chose qui est, à force d'être très impliqué, la tête dans le guidon de la militance, il y a une sensation d'urgence qui arrive très souvent, avec un besoin de se sentir efficace et utile, qui devient un peu dépasser la réalité aussi parfois. Comment toi t'as fait, ou est-ce que tu as trouvé des pistes pour ne pas te laisser dépasser par cette pression? Quand on préparait la discussion, on a parlé de... Voilà, il y a l'urgence qui surplombe la militance. On est tout le temps dedans, et du coup, on a un peu ce truc qui revient de se dire il faut que je sois efficace, il faut que je sois utile, il faut que tout ce que je fais ait des effets concrets. Et du coup, comment des fois on arrive à freiner et se dire ok, non, là, il faut que je gère mon perso, il faut que je gère d'autres choses, il faut que je décroche, parce que sinon, en fait, ça empêche l'action aussi, d'être dans cette frénésie de pensée. C'est pas tout à fait une question. Si, si. Oui. Et je vais prolonger du coup sur cette réflexion. Moi, ce qui m'a permis de tenir aussi, c'est que justement pendant et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a fait du côté de la BUS par exemple, ou à Réseau Salariat, a produit des effets. La BUS par exemple, c'est ce travail qu'on a commencé en 2018, c'est ce qui trouve grâce au relais de plein d'autres orgas et de plein d'autres camarades, bien sûr, c'est ce qui trouve un aboutissement dans la fameuse proposition de loi sur l'entrée des artistes auteuristes dans l'assurance chômage, pensée comme un début de droit au salaire, de droit politique au salaire, y compris pour les artistes auteuristes. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que si on prend depuis 2018, ou quand on commençait à parler de cette histoire un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire étendre les principes de l'intermittence à ces secteurs au secteur de la création, soit ça provoquait de l'indifférence, soit ça faisait rire.
Aujourd'hui, ça fait plus rire personne, c'est une proposition de loi, il y a plein d'organisations qui sont sur cette ligne, c'est aussi une aspiration qui est portée par plein de gens dans les écoles d'art, parmi les jeunes professionnels et les moins jeunes. Et on a vu les effets on a vu ces effets progressivement faire domino et puis grossir jusqu'à aboutir à ça. Donc en fait, déjà, de voir que ce qu'on fait a un effet concret, même si on peut le voir de deux façons. On peut se dire, oui, mais pour l'instant, il n'y a aucun droit. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de changé dans la situation des artistes auteuristes, par exemple, concrètement. En tout cas, en termes de loi. Oui, mais en termes de mentalité, ça a beaucoup changé. C'est assez... Oui, c'est ça. Et c'est peut-être aussi de bien comprendre que la loi souvent sanctionne une pratique déjà existante qui a été instituée par les concernés. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient. Alors c'est surtout pas quelque chose qui vient d'un bon État, de bons élus ou même de bons cadres syndicaux. Voilà, ça marche pas comme ça. Et puis après, la pratique change. Non, c'est en général, c'est la pratique change par la mobilisation et l'organisation des concernés, et on force la structure à le sanctionner par une loi, à le valider par une loi. Donc ça aussi, de comprendre ça, de ne pas être tout le temps désespéré en se disant « Ah, on a encore perdu la bataille des retraites et tout, donc c'est leur loi encore qui s'impose », certes, mais ce n'est pas ça en fait qui mène le monde. Donc pour l'instant, on a une espèce de monolithe face à nous qui est très efficace et qui fait passer tous ces trucs en force, parce qu'aussi il dispose quand même de la force physique. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la classe dirigeante unifiée, on va dire, qu'elle soit économique ou politique, elle utilise énormément la force physique pour faire passer ces trucs. Il n'y a plus que ça. Donc c'est à la fois terrible à vivre et en même temps, c'est quand même un bon signe. C'est-à-dire que tout ce qui fait réellement l'organisation politique, c'est-à-dire l'appropriation par les concernés, parce que c'est nous qui l'avons fait, le consentement aussi aux règles qu'on va se donner et qu'on va mettre en place, ou aux droits qu'on va se donner, tout ça, c'est plus de leur côté, c'est terminé, ils sont complètement démonétisés, délégitimés, et il n'y a plus que la force pour l'imposer à l'ensemble de la population. Donc aussi, peut-être de voir les choses sous cet angle, et merci de ta remarque, de se dire, ok, la loi, elle n'est pas votée pour l'instant. On pourrait se dire, très concrètement, il n'y a rien qu'à changer. Mais en fait, si, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, et d'avoir réussi comme les mouvements féministes l'ont fait, ou comme les mouvements queer aussi ont réussi à le faire dans nos milieux. En fait, il y a quand même des choses assez fondamentales qui se sont passées depuis quelques années et qui donnent des effets concrets en termes d'organisation et en termes de façon de se penser et d'identité. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que dans un militantisme, voilà, je veux dire, c'est aussi des questions d'époque et des questions de structure. J'aurais sans doute fait la même chose dans les années 80 ou 90, mais pendant longtemps, il y a eu beaucoup cette culture de... comment dire, c'était beaucoup de la critique sociale, quoi. C'était on critique. Et la transformation, c'était toujours un objectif tellement important et tellement total que finalement, on passait jamais la barre. On se lançait même jamais pour sauter la barre. Et aujourd'hui, on pourrait dire ce truc-là, faire rentrer les artistes auteuristes dans l'assurance chômage, enfin, vous croyez que c'est quoi, c'est la révolution ou quoi? Mais en fait, il va falloir qu'on multiplie ce genre de choses. On peut le faire, tout le monde peut le faire dans chacun dans ses secteurs, chaque organe dans ses secteurs, faire ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on va commencer à s'élancer pour sauter la barre. C'est pas en disant c'est soit je saute cette barre, soit rien, et en attendant, je me contente de critiquer et de bitcher sur le système en place, quoi. Ça fait mal au corps au bout d'un moment, et aux organes. Oui, carrément, il y a peut-être du coup essayer de penser les victoires différemment. On a tendance à tous les jours les imaginer comme bah oui, en fait, il y a une loi qui a été votée, il y a eu un avancement institutionnel, alors qu'en réalité, bah oui, il y a eu une transformation progressive qui est hyper présente et là qui se voit vraiment sur les quelques années depuis que plein de groupes se sont mis en place. On va pouvoir partir sur la troisième partie qui est donc naviguer. Et tu as commencé à parler des différentes orgas dans lesquels tu es, donc la Buse, le STA et Réseau Salariat. Tu as déjà fait un premier panorama de ces orgas, mais du coup, peut-être qu'on peut passer directement à l'autre point, qui serait donc avoir une triple casquette militante, veut aussi dire jongler entre différentes prises de position, des points de vue et des modes de fonctionnement. Comment est-ce que tu arrives à t'y retrouver là-dedans ?
ça, c'est ma façon de vivre dans ces orgas. Donc, d'autres vont y mettre autre chose. Par exemple, pour l'abus, il faudrait demander aux camarades ce que c'est que l'abus pour eux. Mais pour moi, en tout cas, c'est assez clair qu'on a Réseau Salariat qui est le lieu de la compréhension globale de l'organisation du travail et des outils qui peuvent permettre, des outils à la fois historiques, sociologiques et politiques qui peuvent permettre de s'insérer dans la bataille pour la transformation du travail. Ça, c'est Réseau Salariat, donc c'est vraiment la base fondamentale de la compréhension politique, militante et sociologique de ce que je suis en train de faire. Ensuite, il y a l'ABUS qui, pour moi, je le vis comme une forme de laboratoire de transformation de ce que j'apprends à Réseau Salariat ou ailleurs, hein, c'est pas aussi monolithique, pour l'appliquer au champ de l'art. Et ensuite, il y a les syndicats qui permettent de mettre en action et d'avoir une base logistique, organisationnelle et de camaraderie pour mettre les choses en œuvre. Voilà, c'est un peu comme ça que je navigue entre ces trois organisations. Je trouve ça super comme manière d'articuler les choses, ça rend les choses très concrètes. Alors là, on va partir sur une autre question un peu difficile, mais il y a une question qui me travaille beaucoup ces derniers temps, sachant que maintenant je suis une des personnes les plus anciennes à militer au sein du Massico. Et en fait, du fait de la construction de la domination autour du savoir et du pouvoir, qu'en fait, quand on sait, on détient le pouvoir, et du coup de l'acquis du savoir par l'expérience, c'est hyper facile de retomber dans des rapports hiérarchiques du simple fait d'être là depuis un certain temps. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu as été confronté ? Oui, bien sûr, ne serait-ce que par cet acte qui n'est pas purement individuel, hein. Ça, encore une fois, ça a été sollicité notamment par Anaïs et plus largement par Riot, cet acte individuel de signer des textes, de signer des réflexions, de signer des analyses et des propositions, ce qui donne une position particulière, évidemment, que ce soit au sein de l'ABUS. Bon, Réseau Salariat, je ne suis pas le seul à faire ça. Bien sûr que ça donne une position particulière. Je ne suis pas sûr d'être le mieux approprié pour parler de ça, parce que, comme tout le monde, je vais avoir tendance alors soit je vais en rajouter dans l'autoflagellation et peut-être dans la destruction on va dire, ou la négation, on va dire, d'une quelconque autorité individuelle, soit j'en suis ignorant et je vais vous dire qu'il n'y a pas de problème et que tout se passe bien dans mes organisations. C'est pas vraiment le cas, mais bon, voilà, moi je peux du coup, c'est en partie plaider pour ma chapelle. Je ne sais pas si c'est bien, mais je pense qu'on a quand même besoin de se construire de l'autorité en tant qu'orga. On l'a vu avec l'ABUS. Au début, on était toujours face à d'autres organisations ou institutions qui, parce qu'on était des jeunes travailleuses de l'art qui essayaient de défendre des idées ou des façons de faire autrement, jouaient de leur autorité pour nous écraser. Donc il a fallu, là, pour le coup, collectivement, qu'on se construise une autorité et qu'on aille au charbon pour pas se faire rouler dessus. Je pense au ministère de la Culture, par exemple, hein, pour ne citer que cette tutelle. Donc l'ABUS s'est construite une autorité qui a son intérêt aujourd'hui, c'est que si on est vraiment matérialiste, on propose de construire autre chose que ce qui est actuellement en place, et donc on va avoir plein d'oppositions et plein de gens pas bien intentionnés et plein de structures pas bien intentionnées qui vont essayer de faire en sorte que ça n'advienne pas. Voilà. Et donc on a l'autorité, par exemple, de l'ABUS a largement protégé l'interorga qui travaille sur la continuité de revenus, parce qu'on a cette légitimité qui est plus ou moins, je veux dire, elle est discutable, hein, mais on a cette légitimité et cette forme d'autorité quand on parle de ces sujets qui fait qu'on arrive à faire taire des gens qui essayent d'éteindre les initiatives de l'interorga. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Je l'utilise aussi, moi, personnellement. Je pense que le problème, c'est que, voilà, il faut... Mais encore une fois, c'est pas à moi de parler de ça, mais il faut que ces autorités soient toujours encadrées et prises dans un, on va dire, un maillage qui veille à ce que l'autorité ne soit pas appropriée. Je veux dire, tant qu'il y a cette démarche permanente de dire il faut donner les outils pour que d'autres types d'autorités comme ça, qu'elles soient organisationnelles ou individuelles, se créent, il faut ouvrir la base de données, quoi. Il faut ouvrir les outils, parce qu'on a besoin justement de gagner collectivement, à la fois en synergie individuellement et collectivement de cette autorité, pour ne pas se faire écraser.
Et voilà, il faut toujours qu'il y ait une vigilance sur la façon dont les choses se referment sur le savoir, sur la connaissance des réseaux et sur la légitimité. Voilà. Ça, je pense qu'il y a toujours ce risque-là, que ça se referme et que ça soit capturé par un individu ou une orga en particulier. C'est exactement ce que j'avais écrit juste après, qui était plutôt tu as vraiment posé les bases de ma question, qui était plutôt une affirmation en réalité, qui était souvent il y a une difficulté à faire la différence entre la légitimité et l'autorité que peut avoir une parole. Je sais que c'est une chose à laquelle je porte beaucoup d'attention, mais c'est aussi une énorme charge. Du coup, je me dis que souvent, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être pris en charge collectivement et pas seulement du fait de la personne qui acquiert une forme d'aisance de par son expérience dans un groupe. Pour la question de la transmission, c'est un des enjeux qui est hyper important parce que, bah oui, il y a le fait de se cramer dans la militance, mais il y a aussi le fait de vouloir passer à une autre lutte à un moment, d'avoir fait son temps dans une lutte et de vouloir évoluer quelque part d'autre. Mais du coup, c'est un des enjeux sur lesquels on bosse, notamment au Massico Aura. Là, ça a été l'enjeu de 2 jours de travail. Et de comment est-ce qu'on arrive vraiment à assurer une transmission et aussi une transmission qui permette une ouverture. En tout cas, une des questions qu'on s'est posées, c'était c'est pas parce qu'il y a une section qui a eu telles actions pendant une période que les personnes qui suivent après doivent reproduire exactement la même chose. Nous, on a des textes fondateurs qui permettent de poser un cadre assez large et du coup de pouvoir évoluer dedans. Je ne sais pas comment c'est du côté des organes dans lesquels tu milites. Oui, c'est une bonne façon de faire, c'est-à-dire d'accepter aussi à un moment donné voilà, si vraiment on est honnête avec cette histoire de transmission et d'ouvrir les ressources et de se dire, pour moi l'important c'est que plein d'autres gens et plein d'autres orgas acquièrent la légitimité pour y aller sur ces sujets, il faut accepter aussi que ces personnes ou que ces autres orgas vont en faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, donc il faut à l'origine être bien clair sur pourquoi c'est fait et vers où ça va. Et normalement, moi j'ai bénéficié de ça à Réseau Salariat, j'ai pris de certaines personnes parce que, bon, pour le coup, ça fonctionne assez bien dans cet asso. On est en permanence en train de se faire des formations internes, des discussions informelles, des cycles de conférences, des conférences gesticulées, des machins, et ça tourne et tout le monde y passe à un moment donné. Donc on est en permanence en train de recevoir et de restituer de la compréhension, du savoir, des références, des trucs, de la faculté aussi de prendre la parole. Donc ça, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et moi, je suis tellement heureux d'avoir rencontré cet orga au milieu des années 2010. Et après, voilà, il y a plein d'initiatives. Du coup, il y a une espèce de floraison d'initiatives. Et de temps en temps, on se retrouve et on s'engueule parce que mais t'es parti un peu de ce côté. Pourquoi vous partez de ce côté? C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu au début, machin. Mais en même temps, il faut accepter aussi cette forme d'improvisation. Effectivement, là, pour le coup, on n'est pas dans le mode d'action et le mode d'organisation on va dire du parti monolithique, par exemple, qui aurait des textes hyper carrés, qui donnerait à l'entrée dans l'organisation la pile de références à lire impérativement, à noter et tout, et à restituer pour pouvoir entrer dans l'organisation. Voilà, donc il faut accepter quand même. Alors, voilà, comment on tient, mais c'est un peu... Alors, je fais des espèces de détours, mais c'est un peu comme cette proposition de loi. Cette proposition de loi, pour qu'à un moment elle prenne de la force, il faut un élargissement de la base de soutien. Et cet élargissement de la base de soutien, il peut se faire dans toutes les directions. Et là, il se fait aussi beaucoup vers le centre. Donc c'est comment on accepte, parce qu'il faut qu'elle aille plus loin, et il faudrait qu'un jour, il faut qu'elle fasse encore plus parler, et si possible qu'elle soit votée, donc il nous faut du monde. Comment on accepte que des personnes qui ne sont pas exactement dans la ligne s'approprient aussi cette revendication et cet objectif, en disent des choses qui ne sont pas vraiment orthodoxes par rapport à ce qu'on avait pensé au début, mais tout en veillant à ce que le fond de l'affaire et son exigence première restent intacts. Donc là, on apprend à faire ce travail, et ce n'est pas notre proposition. C'est une proposition sur laquelle on a beaucoup travaillé et on fait partie des gens qui ont donné l'impulsion. Mais derrière, si on veut que ça devienne quelque chose de réel, de concret et qui a des effets sur nos vies, eh ben, il faut accepter, quoi. Ça va aussi passer entre les mains de plein de gens. Et nous, ben, tout ce qu'on pourra faire à ce moment-là, c'est essayer de veiller à ce que l'exigence initiale, l'esprit initial et l'exigence initiale et l'objectif initial restent intacts dans tout ce parcours.
On va faire un petit point sur les gestions de conflits et les gestions d'affects. Parce que c'est, encore une fois, des choses difficiles et inconfortables, mais qu'il faut traiter. Donc on le sait, les orgas politiques ont tendance au conflit, que ce soit entre les orgas ou en leur sein. Pourtant, les conflits que l'on rencontre ne sont pas toujours pris en charge et gérés collectivement. Quelles ont été tes expériences là-dessus et qu'est-ce que tu as pu apprendre de celles-ci ? Au niveau de chez Réseau Salariat, il y a eu une espèce d'énorme moment de crise en 2017. En gros, il y a une première génération de militants qui a créé l'association parce qu'ils se disaient bon, ce que fait Frio, il ne faut pas que ça reste dans le milieu universitaire, il faut que ça sorte. Donc il y a une première génération de militants, pas tous, pas que des anciens, mais qui étaient plutôt des gens qui avaient à l'époque, je sais pas, entre 40 et 70 ans. C'était assez vaste, mais c'était pas des très jeunes qui ont créé l'asso. Et après, donc ce travail a fonctionné, ce travail d'ouverture a fonctionné, de vulgarisation a fonctionné. Et il y a eu derrière de la loi travail, etc., mouvement pendant lequel tous ces trucs de salaire à vie ont beaucoup tourné. Donc ça a fait une nouvelle vague d'arrivants, dont moi, en 2016, mais avec des cultures militantes qui n'étaient pas les mêmes. Donc on avait des gens qui étaient très cégéto-communistes, voire certains qui étaient, on va dire, l'aile réactionnaire du PCF, quoi. Et tout à coup, des gens qui arrivaient de Nuit debout, qui avaient fait les cortèges de tête, qui étaient un peu anarchisants, un peu autonomes, machin. Enfin bref, ça a fait un grand choc de culture et ça a créé aussi des tensions qui font que derrière, il y a eu une crise majeure de l'association avec des gens qui disaient on s'en fout du fonctionnement de l'asso, l'important c'est, on se fait pas chier avec ça, l'important c'est de faire passer les idées et machin. Sur lesquels se sont greffés des nouveaux arrivants qui, comme dans toutes les orgas, avaient envie d'être président, vice-président, machin. Et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui disaient non, on ne peut pas prôner un mode d'organisation de la société exigeant et tout, et nous continuer à fonctionner selon des modes qui sont antagoniques de notre pensée. Un vieux truc militant, voilà. Et du coup, pour le coup, Réseau Salariat avait une organisation, des statuts, une organisation qui a permis de mettre en place un genre de grand processus constituant, en quelque sorte, pour réécrire les statuts, avec des propositions de statuts alternatifs, etc. Et puis des temps de travail collectifs, avec un peu de moyens pour organiser ces temps de travail collectifs. Et à l'issue de ça, une assemblée générale extraordinaire extrêmement mouvementée qui a permis à l'option, on va dire, plus de mise en cohésion de nos thèses avec notre fonctionnement, de l'emporter largement, quoi. Et donc ça a quand même bien résolu, et avec peu de casse finalement, il y a très peu de personnes derrière qui ont quitté l'association, puisque le processus était assez clean et légitime, donc personne n'a vraiment contesté ça, et on a même gardé des gens qui étaient totalement opposés à cette façon de faire. Voilà, ça c'est pour Réseau Salariat. Voilà. Et l'abuse, on s'engueule beaucoup, mais c'est un autre mode. L'abuse, on ne peut pas parler d'organisation, on peut pas parler d'organisation politique. C'est un groupe de gens qui ont eu envie de bosser ensemble sur le même truc et qui aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme, je sais pas, une coloc. Et on s'engueule, bien sûr, mais c'est pas, voilà, on peut pas parler de la même chose. C'est pas exactement le même enjeu, on va dire. Sur la question de la structure, justement, il y a comme référence, il y a La tyrannie de l'absence de structure, qui est une brochure super chouette et explique que, en fait, sans structure mise en place dans des collectifs, en fait, c'est la domination systémique qui va revenir et qui va se remettre en place de manière assez naturelle. Et c'est une brochure assez chouette, notamment parce qu'elle donne des outils hyper concrets de « Ok, bah, en fait, vous pouvez utiliser telle manière de faire pour que rien que les moments de parole soient un peu plus répartis, ne reproduisent pas de domination, quoi. » Et ce sera la dernière question que je vais amener. Après, on aura un temps d'échange. Mais du coup, en lien avec la gestion de conflits, il y a aussi la place de l'affect et de l'émotionnel dans celle-ci. Lorsqu'on milite, on est quotidiennement confronté à des situations difficiles, pesantes et même parfois traumatiques. Pourtant, on en parle très peu, on esquive les discussions trop longues sur la métamilitance par urgence et souci d'efficacité. Certes, c'est un luxe de pouvoir parler de comment on lutte,
Mais est-ce que ce ne serait pas une temporalité aujourd'hui où il est indispensable de se confronter à nos manières de s'organiser, de lutter et de traiter nos affects? Sans doute. Sans doute. Mais oui, je pense que c'est quelque chose dont... Enfin, je dirais quand même que le modèle militant qui nous a été, dont on a hérité, était un modèle quand même assez viriliste, quoi. C'était, encore une fois, je reviens, mais c'est la lutte, c'est l'organisation militaire, c'est le combat, c'est machin. Donc parler de ces états d'âme, c'était quand même pas l'ambiance. Or, c'est quand même, on a suffisamment de recul sur les organisations révolutionnaires ou même simplement progressistes pour savoir quand même que c'est aussi des endroits de grande violence sociale et où on a eu des trajectoires, voire des vies qui ont été cassées, quoi, qui ont été vraiment abîmées je me rappelle d'une étude que j'avais lue plutôt du côté de la sociologie sur les groupuscules Mao et trotskistes dans les années 70 donc là on parle vraiment d'organisations extrêmement spécifiques, hein, c'est pas la LCR ou quoi, c'est des petits groupes où finalement tout était régi par l'objectif politique que se donnait le groupe, et en général par le chef qui était là, et qui, jusqu'à la vie intime, jusqu'au fait de savoir avec qui on peut relationner, jusqu'au est-ce qu'on fait une famille ou pas, tout ça était régi par l'objectif révolutionnaire que se donnait le groupe. Et il faudrait que je retrouve la référence, je suis désolé, je ne l'ai pas, mais c'était assez sidérant avec le recul de voir les vies brisées, même voilà, des gens qui ont mis fin à leur jour, à quel point, c'était quasiment un fonctionnement sectaire. Et puis après, dans les plus grosses orgas, souvent c'est de la politique, quoi, de la politique politicienne. Donc c'est sans pitié, hein, que le meilleur, que le plus solide gagne, quoi, en quelque sorte. Donc je sais pas. Bon, je suis dans des organisations quand même à taille, j'allais dire à taille humaine. Je sais pas si ça a un sens, mais Réseau Salariat, c'est la plus grosse orga à laquelle j'appartiens. Il y a 300 adhérents, dont 150 actifs. Donc bon, ça va. À Paris, on est une trentaine actifs. C'est assez léger. La Buse, encore une fois, on est une douzaine. Et justement, donc je peux parler de la Buse parce que c'est quand même ma grande continuité là depuis 2018, c'est la Buse, qui est un collectif qui n'est pas informel, hein. C'est un collectif qui, en tant que collectif, n'a pas d'existence légale, mais dessous, on a une association qui s'appelle Travailleuses de l'Art, qui nous sert à avoir un compte en banque et à mettre en place des règles aussi pour toutes les questions concrètes et matérielles et logistiques. Donc on discute de ça régulièrement. Et l'intérêt, c'est que comme on est 12, et ben, en fait, quasiment toutes les réunions sont des plénières. Donc il n'y a rien qui se décide dans un coin ou qui se décide entre deux portes. C'est toujours sur la table. Et on est quand même suffisamment nombreuses et nombreux et autonomes dans nos vies pour quand même qu'on arrive à se faire un regard extérieur au sein du groupe, un minimum. Voilà, donc, et par exemple, l'affect a une place dans nos réunions. On en parlait quand on a préparé cette discussion. Souvent, au début de nos réunions plénières, qui sont hebdomadaires, après on vient ou pas, hein, mais en tout cas, il y a toujours un truc le mercredi matin qui est ouvert. Et on laisse une place en début de réunion à l'affect si on a envie d'en parler. Voilà, si quelqu'un a envie d'en parler, il y a un moment dédié à ça sur juste le feeling et sur comment on se sent en général ou par rapport au groupe. Et c'est quelque chose qui n'est pas mis sous le tapis. Voilà. Et parfois, ça amène un sujet politique majeur, de partir juste d'un sentiment personnel et d'un état personnel. Moi, ça me fait penser du coup au Massico qui en fait bénéficie du fait qu'on ait une orga qui mine de rien est assez jeune et du coup en fait qui nous donne la possibilité de remoduler, d'expérimenter et de tester des outils. En fait, là on est passé en fédération en système fédéral il y a 1 an à peu près, 1 an et demi. Et en fait là on se rend compte qu'il y a des difficultés à tenir ce fédéral. Et du coup c'est ok, on va avoir des discussions de fond et on va essayer de creuser pour voir. Et notamment en parlant beaucoup des affects, c'est quelque chose, pareil, on a des espèces de météo, on a des temps après les moments IRL de frustration, de gestion de ok, ça n'a pas été ok, comment on prend en charge, comment on améliore, mais du coup vraiment dans un truc de comment on fait pour faire mieux, pas dans une logique seulement de productivité, mais aussi parce qu'en fait quand on est bien dans une orga,
on arrive mieux à faire les choses et à tenir plus longtemps. Mais du coup, merci pour cet échange. C'était hyper précieux. On peut avoir un temps de discussion si vous avez des questions, si vous les avez notées. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en attendant que quelqu'un lève la main éventuellement ? Je voulais rajouter un truc. J'ai pas été très en capacité de répondre du tac au tac, mais sur aussi la gestion de la captation de la légitimité. Je peux prendre un exemple très concret. Dans la Buse, à un moment donné, j'avais sorti le livre, et ces questions, la Buse ne parle pas que d'intermittence ou de salaire pour les artistes ou de statut, mais c'est quand même quelque chose qui a très vite pris une place majeure dans la Buse, parce que c'est là qu'il y avait les choses les plus abouties dès le début. Et donc, sur ce chantier, dont on m'avait chargé, collectivement au début, on m'avait chargé de ce chantier en me disant « Tiens, tu as l'air à peu près de savoir de quoi ça parle, tu vas être le référent », et j'étais le plus avancé. Et tout à coup, ça devenait un truc majeur. Je sortais le livre, j'étais identifié pour ça, et puis la Buse commençait à être identifiée pour ça, et du coup, j'étais un peu la personne qui détenait le plus de clés. Et ça a créé des tensions, par exemple, dans la Buse. Et moi, comme tous les gens qui sont embarqués dans le truc, je dis, bah oui, mais quand même, j'ai écrit un livre, puis on en discute, donc je vous donne... Non, en fait, on m'a dit, non, tu donnes pas les clés. Et là, ça peut aller dans une direction qui est pas cool, donc j'ai été rappelé à l'ordre, et on m'a dit, maintenant, tu vas t'organiser pour donner les clés aux autres. Voilà, donc je me suis organisé pour transmettre ce que je pouvais aux autres. Et maintenant, par exemple, sur ces questions-là, on est 12 aujourd'hui. Alors, il y a trois personnes qui sont arrivées plus récemment, donc qui se sentent encore... Enfin, si, Miel, par exemple, se sent très, très prêt et parle déjà, mais il y en a qui se sentent un peu fraîches dans le groupe pour aller prendre la parole face à un auditoire. Mais sinon, tous les autres, un peu plus anciennes et anciens, sont au taquet pour aller parler de cette... ils sont très à l'aise et ils en font leur truc. Voilà. Et moi, en les entendant parler, j'apprends aussi des choses. Je dis, ah oui, ça, c'est pas bête d'en parler comme ça. J'avais jamais pensé à ça. Voilà. En effet, notamment sur la transmission, il y a la transmission des outils matériels, mais aussi pouvoir rassurer sur la légitimité d'agir, en fait. OK, on peut avoir formé et donner plein de formations à des personnes qui seraient motivées, mais en fait, si les personnes se sentent pas assez légitimes de reprendre les choses, ça marche pas. Donc, il y a un travail là-dessus aussi à faire, carrément. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. C'était extrêmement riche et extrêmement intéressant. Vous avez parlé de prolonger vos travaux dans un cadre plus professionnel, qui est celui de la recherche, et potentiellement une thèse. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un tout petit peu plus là-dessus, par exemple sur la discipline dans laquelle vous vous inscririez, peut-être dans un laboratoire ou que sais-je ? Oui, alors c'est assez je vais éclairer un peu tout ce travail est beaucoup nourri d'une équipe de sociologues du travail qui sont pour une bonne part à Nanterre, à l'université de Nanterre. Donc c'était le labo de Bernard Friot qui est maintenant à la retraite, c'est le labo de Mathieu Grégoire, le labo de Maud Simonet, ou aussi d'une chercheuse comme comment s'appelle-t-elle, ça va me revenir, je vais regarder dans la revue. Bon, Claire Vivès, par exemple, sur l'assurance chômage, ou Anne Dufresne, qui travaille sur les travailleuses ubérisées. Ça y est, je l'ai. Voilà, donc, quoi qu'Anne Dufresne, elle est... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, voilà, ce serait ce labo-là, parce que une grosse partie de mon travail d'auteur, c'est de transmettre et de sortir du labo ou du cercle universitaire ce travail incroyable, ce boulot incroyable qui est fait sur les statuts et sur comment on se projette pour dépasser l'emploi, voilà, pour faire mieux, pour aller au-delà de l'emploi en termes d'organisation du travail et de statut des travailleuses. Donc le labo, il est déjà trouvé. Maintenant, il faut que je monte le financement parce que je suis sorti du circuit universitaire il y a 15 ans quand même. Et donc, il est quasiment impossible que j'ai un contrat doctoral du labo qui est... et je trouve ça normal, pour l'instant préempté par des étudiantes et étudiants qui font le parcours licence, master, doctorat direct, quoi. Donc il faut que je passe par ce qu'on appelle une CIFRE. Ce sont des conventions qui donnent le double statut salarié et thésard. Donc en gros, on est à la fois chercheur dans un labo et en même temps salarié d'une structure qui est plus ou moins censée être le terrain de recherche, enfin qui est en lien en tout cas avec le terrain de recherche. Voilà, donc je suis en train aujourd'hui d'essayer d'organiser ça, et ce serait de la sociologie du travail. Bonjour.
Moi, je me posais un peu une question. Je ne sais pas comment trop la formuler. Je vais un peu dire d'où je pars pour me poser cette question. Moi, je suis à l'école ici. Et en même temps, je suis militant à Saint-Thé. Et je m'intéresse en fait au lien entre les institutions et les espaces militants. Et j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai envie de produire des choses là-dessus. Mais je suis un peu taraudée par la question de à qui profite ce que j'écris et à qui profite ce que je produis comme idée, comme information que je viens récolter. Et je me pose beaucoup les questions de réappropriation de ce que j'écris par les institutions, du fait que, en fait, comment est-ce que moi je me protège de la réappropriation des idées que j'amène d'un seul coup, que je mets hors des espaces militants et que j'amène à des espaces plus institutionnels. Et je me demandais si toi, c'était quelque chose qui était présent dans ton travail, comment tu l'abordais, etc. Oui, ça a été très présent, ça l'est toujours. Le simple Riot Edition est un des exemples de l'attention portée à ce point, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi, par exemple, de publier chez n'importe quel éditeur. Il n'est pas question non plus alors, après, tout ça, on peut faire des grands débats, hein, et ils sont souvent très intéressants, et on s'est beaucoup engueulé là-dessus à la Buse, c'est à quelle invitation on répond. Il y a des invitations auxquelles on répond, et qui vont nourrir une logique qui est, si ce n'est antagonique, en tout cas contradictoire à la nôtre, voire contre-productive. Et alors ça, dans le monde de l'art, c'est le champ de mine, hein, parce que des gens qui veulent entendre un collectif de travailleuses de l'art parler du travail, il y en a plein, il y a plein d'institutions, et parfois on est très surpris de voir les institutions qui le demandent. Donc ça, c'est aussi un sujet infini de débats, de disputes, de controverses, et de discussions stratégiques au sein de la Buse, par exemple. Au début, maintenant, là, on est dans une phase où ça roule à peu près. Pour l'instant, il y a une forme de stabilité là-dessus. Et par exemple, quand on est invité dans les écoles, c'est jamais les directions, hein. En général, c'est des profs contractuels, c'est des syndicats étudiants qui nous invitent. Quand on est invité dans ce cadre-là, on y va. Et pourtant, des fois, ça passe dans le programme de l'école. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de problème. Après, l'exemple typique, c'est les fondations d'entreprise. C'est arrivé que des fondations d'entreprise, Lafayette Anticipation par exemple, ou que des collectifs travaillant à ce moment-là pour une fondation comme Ricard, nous demandent, à moi individuellement ou à la Buse, d'intervenir et de rentrer dans la programmation. Ça, aujourd'hui, c'est une ligne rouge dans la Buse. Mais pendant un moment, c'était pas évident. Pendant un moment, il a fallu beaucoup de débats pour savoir où on allait, où on n'allait pas. Et voilà. Et quel était le rapport entre le bénéfice politique et le risque, pas tant de récupération, mais de désactivation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut, je sais pas, je pense souvent à certaines performances. J'ai vu des performances artistiques qui étaient géniales dans un cadre et absolument dégueulasse au Palais de Tokyo, par exemple. Parce que le cadre, ça compte, en fait. Ça dit quelque chose de ce qu'on est en train de faire et de pourquoi on le fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez présent. Et voilà, moi, je me trompe parfois, et on n'est jamais exempt de toute... on est des humains, donc on peut être aussi sensible à la flatterie, à des choses comme ça, ça arrive. Mais j'essaye quand même de porter un soin particulier aux invitations auxquelles je réponds et au cadre, à la structure dans laquelle je déploie, par exemple, le livre que j'écris ou l'article que je publie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis pauvre. Mais clairement, hein. Il faut le dire. Donc après, il faut penser aussi ça. Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Donc comment je fais maintenant ? Donc la recherche, ça me paraît aujourd'hui être une des pistes à suivre pour voilà, un des compromis. Ça aussi, pas confondre compromis et compromission. Des compromis en politique, on va en faire tout le temps, toute notre vie. Compromission, c'est autre chose. Ça, c'est se foutre de la gueule du monde. Bien, bonjour. Je n'ai pas lu votre texte sur le projet de loi, donc la réponse à ma question ou à mes questions sont peut-être déjà dans votre texte. J'ai 2 remarques ou 2 questions. Chez Bernard Friot, le salaire à vie, il est largement référencé aux règles de la fonction publique. Et donc avec ce que ça veut dire sur l'État qui classe, qui note et qui définit des projets de carrière. Donc est-ce que dans votre modèle, vous reprenez
grosso modo ce modèle-là? C'est la première question. La deuxième chose, c'est sur la question de l'intermittence. Donc, quand on dit intermittent, on implique qu'il y a que ce sont des salariés qui sont inscrits dans une relation de subordination avec des employeurs. Est-ce que dans votre projet, vous reprenez cette question du lien de subordination? Et dans ce cas-là, quels seraient les employeurs? Est-ce que vous restez toujours dans le cadre des 507 heures en 12 mois? Et est-ce que ça veut dire que vous élargissez les métiers qui ont droit au régime de l'intermittence? Parce qu'actuellement, il y a une liste relativement limitative. Donc si, par exemple, des artistes plasticiens, etc., intégraient l'intermittence, ça implique un élargissement. Dernière question, comme vous appartenez, enfin vous relevez je ne me souviens jamais, le SNAP, on relève de la fédération CGT du spectacle, comment ça se passe avec le syndicat français des artistes, etc., qui eux sont quand même des défenseurs assez forts de l'existence d'un lien de subordination. Ce qui fait que, par exemple, ils ont des conflits assez réguliers avec les coordinations. Alors sur la proposition, comment ça fonctionne? Alors on s'appuie sur quelque chose qui existe déjà, qui est le régime des artistes autoristes, du côté de la sécurité sociale, et qui ouvre pour ces travailleuses non salariées, dont je suis, des droits de salariés pour la santé, la retraite et les prestations familiales. Donc ça fonctionne assez simplement. On prend le revenu artistique déclaré de l'auteuriste et on le convertit en heures SMIC. C'est ce que fait déjà la sécurité sociale. Donc par exemple, si j'ai déclaré 6 990 € bruts l'année dernière, ça fait 6 990 divisé par le taux horaire du SMIC, 600 heures SMIC. Voilà, donc on sait déjà attribuer un équivalent horaire fictif, imprécis, mais aux revenus des artistes auteuristes pour leur permettre d'atteindre des seuils comme les fameuses 507 heures. Donc j'ai dit 600 heures SMIC à dessein parce que ça correspond aux 507 heures en gros. 600 heures SMIC, c'est l'équivalent des 507 heures intermittence. Et ça permet aux artistes auteuristes de valider une annuité pour la retraite par exemple, comme l'ensemble des salariés du privé. Donc on s'appuie là-dessus en disant on sait déjà le faire du côté de la Sécu pour la santé et la retraite. On s'est déjà donné la même retraite que les salariés aux artistes auteuristes. On va faire la même chose pour l'assurance chômage. C'est très très simple à faire. Et ça n'implique absolument pas, pour le coup, de poser au préalable le lien de subordination pour l'accès aux droits salariés. Ensuite, au niveau du seuil, justement, au début, la première version du texte disait accès à l'indemnisation, du texte, là je parle de la proposition de loi, accès à l'indemnisation à partir de 600 heures SMIC déclarées. Et il se trouve que, parce que c'était l'annuité, ça faisait une espèce d'unité de seuil avec la Sécu. On a regardé les chiffres et ça exclut 77% des artistes auteuristes du dispositif. Alors bien sûr, si on regarde en détail, dans ces 77%, il y a beaucoup de gens dont ce n'est pas l'activité principale. Par exemple, des gens qui ont fait un livre mais qui sont profs ou qui sont journalistes. Mais potentiellement, ça fait quand même beaucoup de gens qui restent sur le pas de la porte. Donc on a déjà bataillé en interne, dans l'interorga, pour diviser le seuil par 2. Donc on fait en gros intermittence divisée par 2, ce qui fait 300 heures SMIC. Voilà, donc c'est notre seuil d'accès à l'indemnisation préconisé par la proposition de loi, c'est 300 heures SMIC, ce qui correspond à un revenu artistique global sur l'année de 3 500 € brut. Ça permettrait d'accéder à l'indemnisation du chômage. Ça se ferait vraisemblablement sur une autre annexe. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne pour l'intermittence. En gros, c'est une caisse unique, l'assurance chômage, pour tous les secteurs du privé. Et on a un règlement général pour les salariés permanents et des annexes pour des secteurs qui ont des conditions de travail un peu spécifiques, comme le spectacle, comme les dockers. Il y a eu une annexe pour les intérimaires qui a été vidée de sa substance ces dernières années, mais voilà, c'est des annexes, c'est des petites précisions sur la façon dont on va accéder aux droits. Donc là, ça se ferait, donc les annexes du spectacle, c'est les annexes 8 et 10. C'est ça le régime de l'intermittence, c'est les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Donc 8, c'est pour les ouvriers et techniciens, et 10, c'est pour les artistes du spectacle. Donc là, vraisemblablement, ça se ferait par une autre annexe pour les artistes auteuristes. C'est vers ça qu'on se dirige. Et je finis sur le salaire à vie. Donc, ah oui, le salaire à vie, c'est à la fois... en fait, c'est le principe du... C'est plutôt basé sur les outils qui permettent de déconnecter le salaire de l'activité. Donc, le statut de la fonction publique, c'est une des modalités. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, on passe un concours, on a un grade,
Et le salaire, à ce moment-là, et la qualification est lié au grade, qui est notre attribut personnel. Ce n'est pas lié au poste de travail. C'est-à-dire que si on change de poste dans la fonction publique, au sein de la fonction publique, on conserve notre grade et notre salaire, notre qualification et notre salaire, qui ne peuvent que progresser tout au long de la carrière. Donc c'est un des outils qui permet de déconnecter activité et salaire, ce qui fait que, par exemple, pendant le confinement, les fonctionnaires dont les services se sont arrêtés ont gardé 100% de leur salaire, parce que leur salaire n'est pas lié à leur activité. Enfin, en tout cas, n'est pas lié à la mesure de leur activité, ce que prétend faire le secteur privé, et encore plus le travail indépendant, en disant vous êtes payé à la mesure de votre performance. Voilà. Donc on essaye d'aller dans cette direction, et pour nous, une des façons de le faire aujourd'hui, c'est de développer les droits à la garantie du salaire, dont l'assurance chômage pour les salariés du privé ou les travailleuses du privé, on va dire, est un maillon essentiel. Donc là, on se base plutôt là-dessus. Et la question, effectivement, de la qualification, de la montée en qualification, pour l'instant, on ne se la pose pas pour les artistes auteuristes. C'est encore un peu prématuré, je crois, comme débat. Déjà, l'idée de rentrer dans un autre dispositif de type salarial, et d'aller à la conquête d'un nouveau droit social et de décentrer notre militance du droit d'auteur vers les droits sociaux, c'est déjà un pas énorme. Et bon, les qualifications, tout ça, je crois que c'est pas pour tout de suite. Merci pour cette clarification. N'hésitez pas aussi à lire la brochure avec la proposition de loi. Merci pour la conférence. Je voulais poser une question, moi qui découle un peu de, pareil, la manière dont j'ai évolué et dont j'ai existé dans cette école, qui est que je me suis beaucoup confronté à essayer d'intéresser les gens, en fait. Essayer d'intéresser les gens sur ces questions-là, sur les questions de militantisme, pas plus tard que tout à l'heure, à faire un tour pour essayer de rameuter du monde. Et je me demandais un peu, je sais pas si tu pouvais nous parler un peu de ce sujet-là, aussi de l'impression d'exister dans des mondes presque pas séparés, mais qu'il y ait, nous c'est assez flagrant dans cette école parce que il y a presque quelque chose qui est l'ordre de franchir le passage qui va vers les designs qui sont de manière plus générale moins politisés ou moins informés là-dessus, et comment on existe un peu en fait dans ce lien-là un peu bizarre avec les gens qui s'y intéressent pas, mais dont on partage des affects quand même. Enfin, il y a tout un truc autour de ça. Mais je sais pas plus que toi, à mon avis. Mais merci en tout cas d'avoir contribué à ce qui est du public à cette conférence. Non, je sais pas. Je peux dire des généralités et ce qui me passe par la tête, quoi. Mais souvent, on est déjà le militantisme est une barrière en soi. Hein, c'est un geste. Voilà, le militantisme, c'est un geste, c'est des codes, c'est une compréhension particulière de ce que font les organisations qui font que quand on est extérieur à ça, ça paraît, comme tu le dis, un autre monde. J'en ai bien conscience. Et alors, une des stratégies, enfin stratégie c'est un grand mot, mais en tout cas une des options prises par la Buse pour commencer à casser ça, alors commencer dans nos milieux, voilà. Encore une fois, c'est très adressé, mais c'est de ne pas succomber au folklore militant. Souvent pour se renforcer, on va dire pour se créer cette identité de militant et se construire même politiquement, on aime bien s'emparer du folklore, des apparats militants, des couleurs militantes, etc. Et c'est super, on est dans un trip, on apprend tout ça. En plus, on est un peu grisé parce qu'on apprend à comprendre les courants, les machins et tout. Puis ça a aussi une valeur en soi. Je trouve que ça peut être parfois beau, parfois pas, mais ça peut être aussi intéressant. Mais à un moment donné, c'est sûr que si on veut montrer que la politique, en fait, c'est juste l'organisation de notre vie commune, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout un truc ni de spécialiste, ni une activité chelou que font quelques énervés. C'est un truc fondamental. Il faut accepter de laisser tomber aussi ces atours militants et ne pas arriver face à des gens en leur agitant un drapeau rouge ou noir sous le nez en disant « embrasse le drapeau », quoi. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, la première réaction, c'est « pourquoi tu me mets ça sous le nez ? Arrête !» C'est intrusif. Bon, donc c'est une des choses qu'on a faites avec la Buse. Et en même temps, je suis aussi content d'avoir une organisation comme le STA, par exemple, qui assume les couleurs folkloriques de l'anarcho-syndicalisme.
Voilà, mais bon, c'est une des choses où on en parlait avec les camarades d'après la Révolution et de Combat Ordinaire. 2 orgas qui cherchent à monter un lieu aujourd'hui, et qui serait un lieu éminemment politique, à la fois imprimerie et lieu de convivialité, on va dire, bar quoi. Mais c'est comment on fait un lieu éminemment politique, tenu quand même par des gens principalement militants qui savent à peu près ce qu'ils font, mais qui n'apparaît pas avec des trucs qui clignotent partout en disant ici c'est des communistes, ici c'est des communistes, des communistes. Voilà, c'est pas que quelqu'un qui sort de l'école avec son gosse puisse aller boire un chocolat sans se dire ah ouais je vais chez les communistes. Bon, bref, c'est des réflexions en cours. Puis il y a aussi quelque chose de se dire que en fait ça prend du temps aussi et que en fait oui, si on part d'un terrain où en fait les gens sont pas politisés parce que il y a pas de conscience de classe, parce que les gens sont pas confrontés à ça, parce que on le sait aussi en école d'art et de design, on connaît le milieu social majoritaire, mais il y a quelque chose aussi où en fait je vais donner une expérience perso, mais en arrivant aux Beaux-Arts de Lyon il y a 6 ans à peu près, on parlait pas politique du tout. Et puis du coup, on a commencé par dire, ok, on va parler politique. Du coup, on a organisé des discussions. Et puis après, on a dit, ok, on va organiser des cortèges pour aller en manif ensemble au fur et à mesure. Et en fait, au bout d'années d'actions, de tentatives, de faire des arpentages, des moments de politisation, on a réussi à construire des choses. Mais ça a mis du temps, mais c'est normal. Et après, c'est la question de la transmission aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose beaucoup dans l'éducation populaire et dans la formation aussi qui est pas mal. Moi, j'avais plutôt une question. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question sur comment on fait pour partager ces questions-là. Enfin, notre envie de militer. Moi, je ne viens pas du tout d'une culture militante, etc. Mais ça vient avec le temps. Et je me demandais juste, moi, j'ai la chance d'être intermittente, mais ça, on s'en fout. Mais voilà, je suis chorégraphe. Et j'ai pu constater, en tout cas, que dans les formations pour les danseurs, il y a très peu de formation. On ne dit pas aux futurs intermittents ou salariés ou autres, on ne parle pas des conditions. Donc moi, c'est un truc que je fais, parce que voilà, du coup, maintenant, à chaque fois que j'interviens, je forme en fait sur les conditions de l'intermittence, le FNAS, tout ce à quoi on a droit. Du coup, ma question, ça serait plutôt pour les élèves ou les profs, mais est-ce que dans les cursus des Beaux-Arts, il y a un module sur les conditions ? Sûrement, j'espère, mais voilà. Et à quel moment ça intervient aussi ? Est-ce que c'est en première année ? Est-ce que c'est en 4e année ? Voilà. En fait, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans les écoles au fur et à mesure parce qu'il y a une demande assez forte. Mais il y a quelque chose sur laquelle il faut faire hyper attention aussi. C'est qu'en fait, il peut y avoir de la professionnalisation, certes, mais si c'est pas de la professionnalisation critique, on reste dans les mêmes cadres néolibéraux qui en fait s'immiscent dans nos écoles et qui nous disent qu'il faut être des super entrepreneurs et c'est pas possible. Et c'est pour ça en fait on a des syndicats incroyables, notamment le STA, moi qui est venu pas mal de fois à l'école pour nous former. En fait oui voilà, l'état des lieux c'est ça, mais en fait on pourrait avoir ça aussi. Et ça c'est hyper important. Eh bien je pense qu'on peut finir là-dessus alors. Merci énormément Aurélien pour ce moment. Merci d'être venu aussi. Si tu as envie d'ajouter un petit mot de la fin. Merci au Massico, vraiment. Et c'est bien sûr j'allais dire une entreprise, mais oui, on va dire une entreprise ambitieuse et qui j'imagine fluctue et a des hauts et des bas. Mais pour nous, on commence à être un peu des anciennes et des anciens à la Buse maintenant. Ça a été la création du Massico. Waouh. Donc merci le Massico pour tout. Merci Aurélien.